Bonjour à toutes et à tous. Historienne matinée, anthropologue, féministe de la tête aux pieds, solide pilier de notre comité de pilotage, Nicole Pellegrin nous offre sans répit sa faculté exceptionnelle pour le partage de ses connaissances. Aujourd'hui, Nicole nous transporte vers la fin de l'Ancien Régime, où nous pourrons découvrir l'impertinence de la pensée démocratique de Laclos concernant l'égalité des sexes et l'affranchissement de la femme réduite à la servitude. Merci de l'accueillir chaleureusement et je vous souhaite un bon moment. Superbe présentation qui m'honore infiniment, mais qui, j'espère, vous met déjà toutes et tous dans l'ambiance, dans les questionnements aussi que nous pouvons exercer face au texte de Laclos. Choderlos de Laclos, Pierre, Ambroise, François Choderlos de Laclos, né à Amiens en 1741 et mort à Tarente, donc dans les Pouilles italiennes, en 1803. Ces deux dates sont intéressantes déjà à avoir en tête, puisque nous avons affaire à un personnage qui a traversé et gardé sa tête, traversé la Révolution en gardant sa tête. Mais c'est pas seulement l'homme qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est avant tout le pédagogue de la vertu. Et je pèse mes mots, lors même que toutes et tous, nous avons relu, avant d'entrer dans cet amphithéâtre, les liaisons dangereuses de ce même Laclos, et que nous y avons tous et toutes appris des leçons d'impertinence, comme a dit si joliment Daniel il y a un instant, des leçons de libertinage, voire des leçons de monstruosité. J'ouvre tout de suite une petite parenthèse. Oreilles et yeux chastes sont priés de s'abstenir, puisqu'il va être beaucoup question de viol, de dépucelage, de méchanceté, de meurtre, j'en passe, et des meilleurs. Lors même que j'ai dit, et je redis, que nous allons relire ensemble les liaisons cet après-midi, en compagnie de quelqu'un qui voulait apprendre la vertu aux hommes de son époque et éventuellement, si les femmes étaient capables, l'apprendre aussi aux femmes de son temps. Donc dire cela d'entrée de jeu, c'est rappeler que nous allons avoir affaire à un homme et à des textes parfaitement paradoxaux, parfaitement incandescents. C'est en tout cas l'adjectif qui me vient spontanément en tête que lorsque je pense à Laclos, un auteur dont vous vous souvenez peut-être que Baudelaire a dit que ses écrits, et notamment son roman, brûlaient comme de la glace. Alors, je dis tout de suite, et vous l'avez entendu, que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'aime et je m'intéresse à Laclos, j'aime et je m'intéresse à la littérature de la fin du XVIIIe siècle, j'aime et je m'intéresse aussi aux correspondances féminines de la fin du XVIIIe siècle que nous étudions dans le cadre de l'atelier des archives d'Argenson. Et c'est grâce ou à cause des travaux menés dans cet groupe que j'étais amenée à relire, relire Laclos. Ceci étant, la personne qui est devant vous aime cet écrivain, ou au moins s'intéresse beaucoup à lui. Je ne prétends pas vous convaincre tous et toutes que vous allez partager mon goût pour cet écrivain. Mais nous allons cheminer ensemble et j'espère ne pas lambiner trop afin qu'à la fin de mon intervention, des questions puissent jaillir et puissent nourrir ma réflexion continuée sur cet écrivain. Un écrivain dont j'ai dit tout de suite qu'il était né
à Amiens, je reviendrai sur sa biographie tout à l'heure, qu'il était mort habillé en général d'artillerie sur les côtes d'Italie du Sud, de dysenterie, mais dans les armées de la République. Ce personnage, vous en voyez le portrait, un des portraits les plus fameux, peint par un très célèbre peintre de l'époque, Maurice Quentin de la Tour, dans les années 1787-1788, Quentin de la Tour étant mort en 88, c'est donc un portrait qui a été fait peu de temps avant. Vous notez qu'il a la tenue du militaire de cette époque-là, militaire dans l'artillerie et non pas dans la cavalerie, ce qui est un détail non négligeable, puisque nous savons qu'il est noble, mais d'une noblesse de robe récente, et que ses frustrations sociales et ses revendications contre les mauvaises mœurs de la haute noblesse viennent sans doute en partie de cette naissance. Tout le monde a noté sa jolie perruque et tout le monde a noté aussi son caractère, un peu sa figure un peu renfrognée. Sachez que cet homme était réputé, aussi bien dans l'armée que dans les salons du Palais Royal, comme un homme froid et jaune. Que cet homme était aussi réputé, je dis tout de suite, comme un père de famille et un époux modèle. Donc, le père Lavertu, que je vais m'efforcer de présenter, vous voyez que on le voit quelque peu, peut-être, sous les traits utilisés que lui prête, en tout cas, Quentin de la Tour. Mais les esprits curieux, et il y en a beaucoup dans cet amphithéâtre, ont aussi noté les quelques mots, ou déchiffré les quelques mots d'un conte en vers, écrit dans les années 78-80 par ce même Laclos, un conte intitulé La procession, et où vous voyez dès la première ligne, même ceux qui ne sont pas d'excellents paléographes, vous y voyez d'abord la plume, la main de notre Laclos, mais vous voyez qu'il y est question d'une certaine Lison qui est en train d'admirer les bannières de la procession, mais qui a dans son dos, lors même qu'elle est en prière, vous fermez les oreilles à ce que je vais dire, un certain Lubin qui va évidemment profiter de la situation et de la position de la malheureuse pour lui faire perdre son pucelage. Donc, le Laclos cruel, le Laclos pisse-froid, le Laclos parangon de vertu, fut aussi un de ces nombreux poètes légers, érotiques, qui a écrit des vers de Mirliton de qualité variée, mais à tonalité toujours double, à savoir érotique et moralisante. C'est l'époque qui veut cela, c'est le temps du roman sentimental, c'est aussi les débuts du roman noir, du roman gothique. Donc, vous voyez combien il peut être intéressant, c'est en tout cas le point de vue de l'historienne que vous avez devant vous, de relire Laclos avec à la fois les binocles de la citoyenne féministe peut-être d'aujourd'hui et surtout avec les binocles de quelqu'un qui s'intéresse à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui m'oblige, première étape du parcours que je voudrais que nous fassions ensemble cet après-midi, ce qui va nous obliger dans un premier temps à nous débarrasser ou à tenter de nous débarrasser des images que nous avons, des images cinématographiques que nous avons, des films qui ont été tirés par des liaisons dangereuses. J'aurai l'occasion de revenir
sur le succès éditorial des Liaisons, mais il est tout à fait étonnant de noter l'extraordinaire succès continué de ce même roman, puisqu'il est dans toutes les collections de poche, et que aussi bien les meilleurs cinéastes d'aujourd'hui que les meilleurs cinéphiles d'aujourd'hui s'intéressent à la fois aux textes écrits et aux versions cinématographiques qui en ont été données. Je vous donne ici les 4 des films qui me paraissent les plus intéressants qui ont été tirés des Liaisons dangereuses. Et tout en vous disant, essayez de chasser toutes ces images, je vous dis, offrez-vous le plaisir de revoir ces films. Il y a le plus fameux d'entre eux qui régulièrement passe sur nos écrans, le film de Frears, Stephen Frears, de 1988, Dangerous, Liaison. En français, dans le texte, bien sûr. Ne pas oublier l'année suivante, la version que peut-être je préfère, on en discutera plus tard, de Miloš Forman, tchéco-américain, et qui, dans Valmont, a construit avec des artistes, des acteurs et actrices moins connus que ceux utilisés par Frears, une version extrêmement intéressante, mais axée sur Valmont. Je dis ça pourquoi? Parce que les unes et les autres, déjà, nous avons nos héroïnes ou nos héros préférés dans cette histoire-là. Et c'est intéressant de voir des artistes contemporains faire comme nous, se focaliser successivement ou durablement sur tel ou tel personnage. Forman, c'est Valmont qui compte. Mais c'est un Valmont qui est très différent de celui interprété chez Frears par Malkovich, puisque c'est un fringant jeune homme de 25 ans, et c'est pas le libertin un peu rassis et très pernicieux qu'a choisi de nous présenter Frears. Intéressant aussi de revenir sur la version française des Liaisons, avec Jeanne Moreau en Merteuil et Gérard Philippe en Valmont. Alors, je ne raconte pas les transformations qu'inflige le scénario ou qu'accorde au scénario, qu'accorde le scénario au récit, mais il est bien évident que Gérard Philippe, héros positif dans mon imaginaire en tout cas, le voir incarner Valmont, c'est assez intéressant et curieux. Par contre, Moreau, spontanément, on la voit bien en Merteuil. Et je ne peux pas ne pas manquer d'indiquer que, d'après certains de mes amis, la meilleure version filmique des Liaisons est celle d'un Coréen. Malheureusement, je n'ai pas encore vu ce film, qui, sous le titre de Untold Scandal, présente une version coréenne 7e siècle après Jésus-Christ de la même histoire. Mais, j'ai bien dit, essayons de chasser ces images et plaquons par-dessus, ou essayons de plaquer par-dessus, les images fabriquées par les contemporains de Laclos sur le roman lui-même. Et quand je disais roman noir, roman violent, roman moral, vous voyez bien que rien qu'à regarder le frontispice des 2 tomes, donc les 2 frontispices de l'édition clandestine publiée à Londres en 1796, des gravures sur cuivre de toute beauté, qui sont l'œuvre de Monet et de tout le cénacle de Fragonard, y compris Marguerite Gérard, nous allons voir, qui est l'autrice de quelques-unes des plus belles planches de cette édition. Or, si vous regardez ces 2 frontispices, celui du haut, celui du bas, vous pouvez immédiatement vous rendre compte, les unes
et les autres que c'est la tonalité moralisante qui est mise en avant. Puisque frontispice 1 en haut à gauche, vous y voyez l'innocence bafouée, piétinée par le couple infernal que constitueraient Valmont et Merteuil, liés sur cette gravure par un serpent qui les lie pour toujours et jusqu'à l'enfer. Vous notez que l'innocence tient dans ses bras un agneau et que, de ce point de vue, ce frontispice est très intéressant à analyser. C'est le type d'allégorie qu'on trouve dans tous les traités de morale de cette époque-là. Sur un fond noir, strié de nuages, strié d'éclairs, la mise en bouche qu'offrent ces deux frontispices au roman est immédiatement celle de l'effroi et celle de la terreur. Malheureusement, nous ne savons pas ce que Laclos a pensé de ces deux images. Le second frontispice est lui aussi intéressant, puisqu'il nous montre terrasser littéralement le corps nu et blessé de Valmont avec une épée. Alors, je ne dis pas s'il est mort, mourant, moribond, puisque je me suis donné comme défi de vous raconter l'histoire, lors même que vous la connaissez toutes et tous. Mais bon, il n'est pas en bon état et il brandit avec dans sa main des lettres, des papiers. Et c'est le dénouement le plus spectaculaire du roman, c'est quand cet homme, pour se venger, va livrer à un de ses rivaux les lettres de Merteuil et précipiter la fin malheureuse, mais elle n'est pas physique, de Merteuil, mais la mort sociale qui découle de ce geste est d'une très grande importance. Intéressant de voir que, puisque nous avons affaire à un roman de formation morale, que Laclos prétend devoir être le bréviaire que toute bonne mère doit offrir à sa fille la veille de ses noces. C'est dans la préface, vous l'avez noté les unes et les autres. Vous avez noté donc sur ce frontispice que vous voyez la vérité nue, bien sûr, avec juste un petit nuage là où il convient, qui écarte les nuages pour que le soleil brille et permette de révéler la noirceur des personnages et, bien sûr, désormais, permettre le triomphe de la vérité. Alors, évidemment, si vous regardez rapidement quelques-unes des autres gravures, vous voyez que la tonalité est tout à fait autre, puisqu'on a plusieurs scènes de dénudation. La première au centre, c'est quand Valmont va utiliser son domestique Azolan pour obtenir les lettres de Madame de Tourvel, dont il est amoureux, en séduisant la servante de celle-ci et en prenant la place d'Azolan dans le lit de cette femme de chambre. Autre scène dénudée bien connue, c'est celle, et là je peux le dire parce que tout le monde m'a déjà entendu, et le sait bien évidemment, la scène qui précède le viol de Cécile Volanges, instrument remarquable eu dans les mains du couple infernal pour se venger d'un certain nombre d'autres hommes. En mettant la lumière sur ce corps dénudé, en mettant dans l'ombre, mais éclairé par un fanal, notre Valmont,
Là aussi, et je dois avouer dans ma toute grande innocence, que lorsque j'ai lu Les liaisons amoureuses quand j'avais les liaisons quand j'avais une vingtaine d'années, on ne parle dans le roman que de séduction. Alors, pour celles et ceux, tout le monde, qui dans cet amphi est quelque peu sensible aux violences faites aux femmes, il faut relire Les liaisons avec des binocles d'aujourd'hui, et ce gazage, comme on disait à l'époque, des scènes de sexe et des scènes de violence doivent évidemment être revus avec nos yeux d'aujourd'hui. Très intéressant et bien sûr aussi, les nombreuses gravures qui représentent les scènes où tel ou tel héros ou héroïne se mettent à écrire des lettres. Vous savez, je vais y revenir, que Les liaisons, c'est un roman épistolaire fait de 175 lettres, et c'est la raison pour laquelle, aussi bien dans le frontispice que dans la série des gravures, on voit partout traîner des plumes, des encriers, des feuillets. Et pour nous autres qui travaillons sur les épistolières du XVIIIe siècle, cette iconographie est évidemment très précieuse. Deuxième étape dans notre cheminement. Quelques mots sur notre général d'artillerie, dont j'ai déjà défini l'ascendance sociale qui est en ascension, mais qui n'est pas encore celle des personnages réels ou fictifs, nous allons y revenir, de son roman. Un personnage donc qui a fait l'école royale d'artillerie, puisque son père, qui est un petit magistrat de province anobli, veut pousser celui-ci vers les armes et donc vers une noblesse plus installée. C'est un franc-maçon, c'est un point qui est intéressant, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on va le voir graviter dans le cercle des Orléans au Palais Royal. Et je le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui a fréquenté Olympe de Gouges, qui a fréquenté Condorcet. Et il est très intéressant de voir dans les liaisons ou dans les traités sur l'éducation des femmes des formules qui seront reprises par ma grande Olympe, mais qui dérivent les unes et les autres, sans doute très largement, des discussions que tous ces gens avaient autour de l'égalité en général, l'esclavage et les moyens de réformer une société sclérosée comme est celle de l'ancien régime de la fin de l'ancien régime et de l'absolutisme français. Intéressant donc, mais vous l'avez compris, de noter que ce personnage est un militaire très scrupuleux et qu'il est l'inventeur de quelque chose qui est, paraît-il, extraordinaire, mais évidemment, moi, j'ai pas les moyens d'en juger, du boulet de canon creux. Alors, ça donne beaucoup plus de vélocité, j'imagine, au canon. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Et donc, quand on va voir que Laclos, parmi ses nombreux écrits, il y a un éloge de Vauban, c'est un homme qui, sur l'île d'Aix, et je vais arriver évidemment à ses accointances régionales, a entrepris ou aidé à fortifier ou à consolider les fortifications. C'est un militaire frustré cependant, puisqu'il rêvait de conquérir par les armes de nouveaux territoires au royaume de France, au moins traverser l'Atlantique. Le traité de Paris 1763, il n'a jamais été sur des champs de bataille les seules excursions qu'il a faites, c'est à Londres, dans les Basques ou en compagnie de Philippe d'Orléans, l'année qui a précédé la Révolution française. Cet homme est un orléaniste, un constitutionnel, qui a cependant été
très intéressant, s'est tourné de plus en plus et radicalisé pendant la Révolution pour finir comme membre du club des Jacobins, mais qui a des positions beaucoup plus pacifistes que celles de Robespierre et qui va connaître, comme beaucoup de ces militaires, les prisons de la terreur pendant plus d'un an. Mais entre-temps, et j'en arrive enfin à ce qui nous rassemble aujourd'hui, il a écrit et publié sous l'anonymat en 1782 Les liaisons dangereuses. En d'ailleurs donnant initialement un autre titre à son roman, Les dangers des liaisons. C'est intéressant parce que le style, la capacité d'invention verbale, la concision, la retenue, l'efficacité du style de Laclos, rien qu'à cette transformation du titre, elle est perceptible. Perceptible aussi, les dangers des liaisons, c'est pas les liaisons dangereuses. C'est pas les relations sexuelles ou amoureuses. Ça veut dire que liaison a un tout autre sens à la fin du XVIIIe siècle que celui que nous lui prêtons aujourd'hui. Une rapide traversée des différentes versions de l'Académie française, du dictionnaire de l'Académie française, nous montre que à peu près jusqu'en 1935, une liaison, c'est pas avoir d'une maîtresse, mais c'est avoir des relations sociales. Ce qui veut dire du même coup que nous devons penser que s'il y a pamphlet politique derrière les romans, c'est un pamphlet contre la société et pas seulement contre les mœurs, et notamment les mœurs amoureuses d'une partie de la noblesse. Donc, je rajoute ici une couche supplémentaire à la lecture que vous avez comprise, que je vous offre aujourd'hui, qui est une lecture beaucoup plus politique qu'érotique ou sensuelle des liaisons, lors même que Laclos, bien sûr, utilise le libertinage, la pornographie même d'une certaine manière, en tout cas la titillation de nos sens pour éventuellement offrir un message politique. Alors, ce personnage, vous l'avez déjà entendu dès la présentation de ma première diapo, est un polygraphe, comme on dit à cette époque-là, qui a tâté du théâtre, qui a tâté de la poésie, qui a tâté du traité militaire, qui a écrit une magnifique fiction et qui a surtout tenté d'écrire 3 traités sur l'éducation des femmes. Intéressant de se noter que notre mémoire n'a retenu que le roman, alors qu'il a traîné comme un boulet toute sa vie le fait d'avoir été l'auteur d'un roman qui a été jugé tellement scandaleux qu'il a été lu avant tout comme un roman porno à la fin du XVIIIe siècle et pas du tout comme un instrument de réforme morale. Le personnage est très intéressant parce que la première pièce qu'il écrit, c'est avec une des plus grandes écrivaines du XVIIIe siècle, à la fois romancière et dramaturge, qui est Madame Riccoboni. Donc, nous sentons dès à présent que ce militaire qui va se battre pour l'autorisation du divorce, donc il va se battre pour la solubilité du mariage. C'est quelqu'un qui va se battre en faveur des filles mères, contre l'opprobre dont étaient taxés les enfants illégitimes. Là aussi, on retrouve et Condorcet et Olympe de Gouges. Cet homme a toujours eu des relations extrêmement respectueuses et de travail avec les meilleures des femmes écrivaines de lettres de son temps. Mais son engagement
dans la Révolution, va donner lieu à un certain nombre de textes réformistes ou politiques intéressants, et bien sûr des écrits qui sont des écrits liés à son état de militaire. Et dernière couche à ce trop rapide survol biographique, je vous renvoie très vivement à l'ouvrage de Berthaud, qui est un historien des armées révolutionnaires, qui a fait la biographie la plus magistrale qui existe, à mon avis, sur Laclos. Mais la dernière touche que je voudrais ajouter à ce portrait de Laclos, c'est son remarquable mariage d'amour avec une Rochelaise dont tout le monde a entendu parler, puisque son frère, l'amiral, est là, au pied de la porte, la grosse horloge, a le dos tourné à la mer, d'ailleurs ça amuse tout le monde, et c'est lors d'une garnison, il a circulé dans les Alpes, il a circulé sur les côtes pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, qu'il s'occupait de fortifications, et là, il est tombé amoureuse d'une belle jeune femme, Marie Soulanges, que vous voyez sous la forme du petit ovale en bas de ma diapo, peinte par Kucharski, qui est un des grands peintres, le dernier peintre de Marie-Antoinette, mais qui a d'abord été un peintre du Palais Royal et de la famille d'Orléans. Et c'est lui qui nous a fourni le portrait d'Olympe de Gouges. Tout le monde a lu plus vite que moi la diapo, a noté que le mariage a eu lieu en 1786 et qu'à cette occasion, il a fallu légitimer un enfant qui était né 2 ans auparavant. Donc on a un personnage que nous pourrions dire, si on emploie de façon loose, comme on dit en anglais, lâche, le vocabulaire du libertinage, un libertin, mais un libertin qui a eu une relation d'amour durable, follement stable et follement étonnante pour l'auteur des liaisons. Et j'ai fait la découverte, il y a 1 an à peine seulement, des correspondances qui subsistent entre Laclos, sa femme et ses enfants, et c'est bouleversant de tendresse, de gentillesse, d'attention. Laclos fut, semble-t-il, un amant et un mari extrêmement fidèle, attentif à former ses enfants, lors même qu'il guerroie dans l'armée du Rhin ou dans l'armée d'Italie. Et puisque de ses 3 enfants, il y a une fille, il est très remarquable que de Tarente, il lui envoie des devoirs de mathématiques à faire. À une époque où, nous allons le voir dans un instant, ce qu'on apprend aux filles, c'est à prier, à tirer l'aiguille et éventuellement à bien danser, y compris dans les couvents. Donc vous voyez les paradoxes du personnage qui s'accumulent. Et qui s'accumulent si l'on considère ces 2 principaux opus, d'une part les lettres des liaisons et d'autre part les 3 traités inachevés et restés manuscrits jusqu'en 1904 consacrés à l'éducation des femmes. Et là aussi, le paratexte, comme on dit dans mon jargon, des livres est très intéressant. J'ouvre une parenthèse, les couvertures dont on orne les éditions, y compris scolaires, des liaisons dangereuses, seraient très intéressantes à considérer. Tout comme Frears ou Forman, c'est toujours des tableaux ou des œuvres des années 1730-1750. Le jeu de l'anachronisme pour illustrer les œuvres de Laclos me fascine énormément. On en reviendra peut-être dans la conclusion ou dans le débat, à savoir que tous et toutes,
nous avons une vision régence, royaliste, améliorée, si je puis dire, de ce qui se trame dans les liaisons. Et vous avez compris pourquoi tout à l'heure, j'ai voulu vous inviter à chasser les soieries de Frears et vous montrer des robes plus ordinaires et des gestes de violence bien plus crus que ceux qu'on prête aux héros des liaisons lorsqu'on les illustre aujourd'hui. Mais si je me tourne vers les liaisons dangereuses, vous notez tout de suite que c'est un livre qui, comme toutes les œuvres de Laclos, ont été publiées ou ont été écrites sous l'anonymat. Celles et ceux qui m'ont déjà entendu vaticiner sur les femmes de lettres du XVIIIe siècle savent que, surtout si on appartient à l'élite, on choisit cette forme-là pour publier sans être dénoncé ou sans être sujet à la censure. Je vous rassure tout de suite, le M.C. point de suspension L a tout de suite permis de dénoncer ou de retrouver le personnage, d'autant que dès la première année 1782, il y a eu 16 éditions. C'est un best-seller dont on n'a pas idée aujourd'hui, avec de multiples contrefaçons, puisque le caractère sulfureux du roman a obligé au XVIIIe siècle de publier cette œuvre, toujours non seulement sous l'anonymat, mais aussi je n'ai pas retrouvé le mot à l'instant, de la littérature clandestine. Et c'est une fausse adresse que vous trouvez en bas de la première page du livre des liaisons, comme si ce livre avait été publié, fabriqué à Amsterdam. Il est bien sûr publié en France, mais seulement on nous dit on peut l'acquérir chez ce libraire de la rue Galante. C'est un cache-sexe en quelque sorte du livre. Mais allons plus loin encore, si vous voulez bien, mais peut-être plus rapidement que je ne le fais à l'heure actuelle, sur cette page de titre. Les liaisons dangereuses ou lettres recueillies dans une société. Donc, le jeu du roman épistolaire et de celui-ci en particulier est très intéressant, puisque l'auteur veut nous faire croire qu'il s'agit de publier des lettres réelles. Et donc, ce jeu entre vraisemblance et réalisme est marqué dans le titre et le sera plus encore dans les deux préfaces qui précèdent l'entrée en matière, puisqu'il y a la lettre du rédacteur et la lettre de l'éditeur, l'un disant ce roman, cette œuvre est totalement invraisemblable, et l'autre disant oui, c'est des vraies lettres, je n'ai à peine modifié le texte, j'en ai éliminé quelques-unes, mais en fait, c'est la vérité. Et la suite du titre est intéressante aussi, dans une société, est publiée pour l'instruction de quelques autres. Et là, vous avez tous et toutes été attirés par le jeu nécessaire que nos esprits d'aujourd'hui doivent faire comme ceux du XVIIIe siècle, entre deux mots qui sont séquents, mais qui ne sont pas équivalents, les mots d'éducation et les mots d'instruction. Donc là, il ne s'agit pas seulement d'éduquer, c'est-à-dire de donner de la culture ou des... ça me trouble ce téléphone, c'est pas grave. Mais il s'agit aussi de donner des moyens de contourner la méchanceté des mœurs contemporaines. C'est-à-dire de fournir ce que ne fournissent pas les couvents
où sont formées la plupart des jeunes filles de l'élite à cette époque-là, fournir non pas seulement une morale chrétienne ou autre, mais fournir aussi des éléments précis de savoir, du genre histoire, du genre mathématiques, etc., etc. Donc vous voyez combien cela est intéressant. Intéressant aussi après de regarder l'autre ensemble d'œuvres que je vous invite à regarder à côté, en même temps ou après votre lecture ou relecture des liaisons, à savoir ces traités sur l'éducation des femmes. C'est une question posée dans toute la société de l'époque et plus particulièrement par l'Académie de Châlons, concours de poésie dans certains cas, concours de pensée politique le plus souvent. Est-ce qu'on peut perfectionner l'éducation des femmes? Choderlos, Laclos donc, a concouru et a écrit 3 débuts de textes, dont aucun n'a été publié, n'a même été envoyé à l'Académie de Châlons. Donc ce sont des essais. Et je le dis tout de suite, car ça va orienter évidemment notre réflexion. La réponse de Laclos, dès son premier essai, qui n'a en réalité qu'une moins de 6 pages, 4 pages même dans ma mémoire, manuscrite, mais il écrit très serré, il est impossible de perfectionner l'éducation des femmes puisque nous sommes en système esclavagiste. Et là, il y a des pages qui sont très troublantes, très fortes, et qui ne peuvent manquer de nous frapper, de nous choquer, lors même que Olympe, mais aussi Madame de Staël, Constance Pipelet de Salm, enfin tous les grands esprits de l'époque, s'efforcent de faire croire ou de croire eux-mêmes que les femmes sont perfectibles. Grand débat du XVIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, Laclos a un point de vue très fort, lors même qu'on pourrait, je l'ai dit tout à l'heure, faire une lecture féministe de l'homme. Mais l'homme et le personnage et l'écrivain, c'est 3 choses différentes. Pour lui, c'est impossible. Et là, il nous interpelle, c'est-à-dire que des initiatives solitaires, des initiatives individuelles, peuvent-elles changer le monde? Il est évident que pour lui, et c'est dès son premier essai, il faut une révolution pour que les femmes puissent devenir des citoyennes égales des hommes. Alors, il ne va pas s'arrêter à cela, il va écrire un 2e ouvrage qui s'appelle « De l'éducation des femmes ». Qui s'appelle « De l'éducation des femmes ». Vous avez noté que j'ai eu la prudence de donner à mon petit exposé le titre de « L'éducation des filles ». Donc, donner un sens plus général, puisque ce sont des filles et pas seulement des femmes qui sont éduquées, guillemets, dans les liaisons dangereuses. Et là, il va développer cette pensée, mais en bon rousseauiste qu'il est. Vous avez noté que sur la page de titre des liaisons, vous avez un passage du plus célèbre ou d'un des plus célèbres romans épistolaires du XVIIIe siècle, à savoir la Nouvelle Héloïse. Il y a Clarisse Harlowe de Richardson, il y a bien sûr les liaisons et il y a la Nouvelle Héloïse. Or, dans son 2e traité de l'éducation des femmes, tout le monde a bien compris, jamais achevé, jamais publié, mais lourd de près d'une 50aine de pages, il développe l'idée, ou plutôt il développe l'opposition très rousseauiste,
mais en même temps contre Rousseau, de la possibilité d'une éclosion de la femme naturelle, qui serait une femme forte physiquement, une femme capable de faire beaucoup de petits-enfants et de bien les élever, et d'éventuellement s'élever jusqu'au stade de citoyenne, face à une femme sociale qui, elle, est ligotée par les règles qui sont celles du patriarcat de l'époque. Et là, il ouvre en quelque sorte l'espoir pour les femmes d'une amélioration qu'il détruit dans une troisième version, où il va développer, sans lui donner de titre, quelle bonne instruction pour faire éclore cette femme naturelle dont je parlais il y a un instant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut qu'elle lise. Et donc, un des plus beaux éloges de la lecture au XVIIIe siècle, on la trouve sous la plume de Laclos, à la fois dans ses traités pédagogiques, mais aussi dans la lettre 81 écrite par Merteuil, où elle raconte et elle fait le récit de sa propre vie et comment, à force d'observation et de lecture, elle s'est faite elle-même, elle est devenue son propre ouvrage. Mais ce qui est peut-être tristounet pour certaines et certains d'entre nous dans cette assemblée, ce qui est, me paraît tout à fait réaliste de la part de Laclos, il va donner un programme de lecture. Programme de lecture, la morale chrétienne, 1. 2, l'histoire. 3, l'écriture sainte, Yaï ou bien, hein, je veux dire, pour ce qui est de l'horreur, la Bible est remplie de choses assez croquignolesques, mais bon, c'est pas ça qu'il conseille, et surtout pas de romans. Surtout pas de romans, et là aussi, il est un homme, ou les femmes de ce temps, c'est le meilleur moyen de pervertir les esprits, et notamment les esprits faibles des filles d'Ève, c'est le roman, et notamment les romans d'amour. Et là, il est intéressant de voir cheminer, comme nous tentons de le faire aujourd'hui, la pensée de Laclos entre des idéaux, des tactiques d'écrivain et le réalisme de l'homme politique. Alors, un roman épistolaire, Les Liaisons, on va en dire quelques mots, 175 lettres, intéressant de faire un constage qui m'a donné d'ailleurs beaucoup de peine, je dois le dire, parce que je me trompais toujours, d'un correspondant. J'ai essayé de voir combien Valmont avait écrit de lettres, combien il en avait reçu. Il est bien évident que le personnage principal, c'est Valmont. Et l'on pourrait croire, au voir ce comptage, que c'est lui qui tire les fils. Or, en réalité, si Merteuil, sa co-scélérate de ex-amante et Challenger, on a écrit beaucoup moins, mais là, ce sera dans ma troisième vie que je le ferai, il faut compter les lignes. Et vous savez que les lettres, à la louche, hein, de Merteuil, à l'exception de la fameuse lettre « Eh bien la guerre », on a écrit une lettre qui ne dit que ça, la plupart de ces autres lettres couvrent dans certains cas, des dizaines de pages. Mais je ne peux pas ne pas vous rappeler que dans la liste des personnages, il y a le couple infernal, il y a l'innocente Cécile, laquelle Cécile sort du convent dès la première lettre, qu'elle écrit à une de ses petites copines, avec le style infantile qui est supposé être le sien, puisqu'elle sort du couvent. Et là, vous avez tous et toutes, mais je ne vais pas insister sur ce point,
vous avez tous et toutes travaillé sur le travail réalisé par Laclos pour donner à chacune de ces personnages un style et un ton particulier. La sécheresse du langage très conceptuel de Merteuil, par exemple, s'oppose radicalement à la masse de petites informations que Cécile ou sa mère peuvent nous donner sur l'organisation de la chambre, le matériel pour écrire. Je pense à mes amis du groupe d'Argenson ici présents. Il faut relire Laclos avec ces binocles-là. Merteuil ne s'encombre pas de détails matérialistes et ces lettres sont bâties comme des traités de tactique militaire. Vous avez, je pense, tous et toutes, été sensibles à cela. Le sentimentalisme de la présidente de Tourvel a beaucoup touché l'âme sentimentale que j'ai cru avoir à une certaine époque de ma vie. Longtemps, ce fut elle que j'aimais dans ce roman. Aujourd'hui, on en parlera peut-être, j'ai un point de vue tout à fait différent. Mais c'est peut-être encore, surtout si elle prend les habits de Michel Pfeiffer, comme dans le film de Frears, qui peut ne pas tomber amoureuse de Madame de Tourvel. Alors, Madame de Volanges est un personnage que je n'avais jamais vraiment considéré. Des travaux actuels que je mène aujourd'hui sur les bonnes mères, est-ce que ça existe, m'ont obligé de relire les lettres de Madame de Volanges. C'est la mauvaise mère, par excellence, celle qui est indifférente, celle qui délègue, celle qui n'a pas de vigilance et qui laisse faire à sa fille la traversée des sens qui est le sien. Avec là aussi un point qui a certainement intéressé les adultes que nous sommes tous et toutes devenus. Cécile se fait violer, mais Cécile apprend le plaisir et la sensualité. Autre apprentissage remarqué pour la pauvre ou l'heureuse Madame de Tourvel. Vous comprenez à quel point les relectures successives qu'on peut faire de ce roman font découvrir d'autres personnages, mais aussi font découvrir une autre Nicole Pellegrin. Et j'espère que tous et toutes, et je pourrais presque conclure là-dessus, vous voyez combien vous changez. Et les lectures successives qu'on fait d'un texte aussi ouvert que celui des liaisons nous permet, comme Merteuil se faisant elle-même, de nous faire nous-mêmes. Alors, les personnages secondaires sont très intéressants aussi. J'ai parlé de la femme de chambre, j'ai parlé de son amant, le chasseur, donc le valet de Valmont, sans lequel tous ces gens n'existent pas. Il faut être habillé, poudré, il faut surtout faire passer des billets et des lettres. Et le rôle d'Azolan, là, Azolan n'existait pas dans ma tête il y a encore 3 ou 4 ans. Or, les manigances des deux personnages ne sont possibles que parce qu'il y a cette Valtaille qui sait tout sur ses maîtres. Et ça, c'est un point très intéressant. Alors là, c'est l'historienne qui parle. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de comprendre cette société qui vit en permanence de ses rentes dans l'oisiveté, mais constamment sous le regard des valets et des valets d'autres maîtres qui risquent d'être mis au courant de ce qui se passe dans les alcôves des différents personnages. Et là, c'est très intéressant de relire encore une fois la lettre 81 de Merteuil,
où elle explique comment elle s'est instruite, comment elle s'est auto-éduquée, en brimant tous ses partenaires pour que ceux-ci, à aucun moment, ne dévoilent les bonheurs ou les turpitudes qu'ils ont partagés entre eux. Et donc, c'est le plus extraordinaire des romans sur l'honneur de la noblesse, sur l'opprobre, sur le qu'en dira-t-on. J'ai une maîtresse, pourvu qu'on ne sache pas quelle est la maîtresse de mon compagnon, etc. Et l'image que je vous offre, qui est la plus connue sans doute des illustrations, des liaisons, mérite d'être regardée, puisque la fameuse lettre écrite par Valmont dans l'alcôve d'une prostituée appelée Émilie. Alors Émilie, encore Rousseau, mais aussi une des protagonistes des lettres d'Argenson que nous sommes en train d'étudier, c'est dans l'alcôve, dans le lit, et dans le giron, peut-être la cuisse, le dos de cette Émilie, que s'écrit la plus belle des lettres d'amour peut-être du recueil, celui de Valmont à la présidente de Tourvel. Alors vous vous amuserez à regarder dans les différentes éditions illustrées que vous possédez ou qui s'étalent sur Internet, est-ce sur la croupe, sur le dos, sur la cuisse que la lettre s'écrit. Il y a des choses assez étonnantes. Mais il faut relire aussi la lettre, parce que dans cette lettre, il y a des paragraphes. Et quand Valmont nous dit « Je suis ivre d'amour pour vous, je ne peux plus résister », blanc, il va la ligne, je reprends ma lettre. Ce blanc, ce silence, le coït entre les deux paragraphes est quand même un moment de suspense, de titillation ou d'horreur étonnant, puisqu'il explique à Tourvel, il brûle, il ne peut plus se retenir, guillemets, et sur l'autel sacré de l'amour, il lui écrit sa lettre. Alors, mon bavardage est long, mais j'espère que vous saisissez la complexité du roman, mais vous l'aviez déjà senti. Et vous le sentiriez d'autant mieux si vous repreniez avec des binocles de citoyens, citoyennes d'aujourd'hui, mais aussi d'historiens et d'historiennes, les différentes lettres. Et la première lettre, celle que notre Cécile envoie à sa copine qui est encore dans le couvent des Ursulines, où elles sont supposées toutes les deux avoir été éduquées. Je vous en offre ici une version manuscrite qui se trouve à la Bibliothèque nationale. C'est une lettre que j'aurais voulu vous lire tout au long, mais vous la relirez, où Cécile lui explique que finalement, revenir chez maman, bien qu'on est loin des copines, c'est pas si mal. Maman me force pas à me coiffer avant le dîner, c'est-à-dire avant le déjeuner. Je suis couverte de parures, de pompons, de falbalas, etc. C'est le pied total. Et vous savez que cette lettre, la deuxième partie de la lettre, raconte la première méprise de Cécile, qui voit arriver au pied de la maison un monsieur très digne habillé en noir, qui sait qu'elle va être mariée, mariage arrangé comme toujours à cette époque-là, et qui prend celui qui n'est qu'un cordonnier pour son futur mari. Intéressant d'ailleurs de voir que s'il y a 11 lettres écrites par Cécile à sa copine de couvent, à partir du moment où Valmont est entré dans son lit, elle arrête totalement d'écrire à la Sophie en question. Sophie, Émile, tout le monde fait les connotations nécessaires. Alors,
je vais bientôt finir. Au début, un couvent. À la fin, des couvents. Je ne raconte pas si jamais par malheur, il y avait quelques-uns, quelques-unes dans cet amphi qui n'avaient pas lu l'histoire. On a eu une fausse couche, je ne dis pas de qui, donc quelqu'une plutôt a été engrossée. On a des morts sociales, symboliques, violentes, certaines d'amour, bien sûr, le déshonneur, la variole, la ruine, la fuite et peut-être la réussite. Merteuil sort vivante de cette histoire. Vous avez déjà tous et toutes compris que mon héroïne favorite maintenant, c'est pas Valmont, il l'a jamais été, c'est pas Danceny, il est stupide, c'est pas Cécile qui est une oie blanche, c'est bien sûr Merteuil. Merteuil qui s'est fait elle-même, Merteuil qui se bat, une véritable guerre des sexes, une Merteuil qui finit peut-être mal, ruinée, variolée, tout lui tombe sur la tête. En même temps, elle réussit à prendre la fuite aux Pays-Bas et on lui souhaite bonne chance. Mais entre-temps, il y a eu l'exposé de l'incurie des mères, des défis d'une violence extraordinaire relevée, un viol, l'apprentissage des sens. Et là, le premier orgasme de la présidente Tourvel, elle ne l'a pas eu dans les bras de son président, heureusement défunt, mais dans le bras de Valmont. Et Valmont a peut-être pris pour la première fois un véritable pied où l'amour se mêle à la volupté avec la présidente Tourvel. Et ça, vu le gazage des mots utilisés par les deux personnages, ça mérite d'être regardé de très près. Et bien sûr, le goût d'écrire, car l'histoire, encore une fois, n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cette invention géniale d'un commerce de lettres. De lettres qu'on s'envoie, de lettres qui se redoublent, je veux dire par là qui peuvent à l'occasion raconter les mêmes événements, de lettres manquantes aussi, qui nous permettent, nous, de dire « Hé, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui me manque ?» Et là, je crois que cette habileté, vous l'avez senti les unes et les autres. L'apprentissage sensuel, sexuel de Solange est extrêmement intéressant. J'avais jamais véritablement compris, jusqu'à une date finalement récente, que pour parfaire la demande de Merteuil que la petite Volange arrive au mariage sans son pucelage est accompagnée d'un engrossage systématique. On discutait il y a 8 jours sur les précautions que prenaient tous ces gens qui baissent tout le temps. Quand on lit leurs mémoires ou leurs lettres, je suis pudique, mais les choses ne sont pas toujours suivies de grossesse. Condom, peut-être, coitus interruptus, sûrement, mais Valmont ne fait pas ça. Vous lisez, sans les précautions d'usage, il a tout appris et plus encore de ce que savent les bordels, les femmes des bordels du Palais Royal à la petite Volange. Mais je n'avais pas réalisé que l'initiation, et je parle vraiment d'initiation sexuelle et sensuelle, par un viol, c'est un homme qui raconte. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça nous fait trembler aujourd'hui. Passe aussi par les caresses de Merteuil à la petite Cécile. Et c'est à peine perceptible dans la lettre, sauf que l'illustrateur londonien ou pseudo-londonien de 1796 nous montre très bien la manipulation
du clitoris de Volanges par Merteuil, qui lui apprend ainsi qu'il y a d'autres plaisirs que ceux dont parlent les traités médicaux. Alors, les revendications de Merteuil sont bien connues. J'ai eu le tort de vous offrir plusieurs passages de la lettre 81. Je ne vais pas les lire, mais je vais souligner la force et la faiblesse de Merteuil. La force de Merteuil, elle s'est faite elle-même. Elle méprise par ailleurs toutes ses consoeurs. C'est une femme d'exception qu'elle traite d'inconsidérée, et c'est en quoi le manifeste féministe ou proto-féministe que pourrait être cette lettre, il faut évidemment la noircir, la détruire, la nuancer en tout cas, en ayant en tête qu'elle est seule face à un monde d'hommes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est sa mort physique ou en tout cas sa mort sociale. Mais à aucun moment, elle n'a songé à faire alliance avec Tourvel, avec la petite Cécile, qu'elle envoie au viol par Valmont. Donc, il y a là des choses fort intéressantes qui seraient à confronter à ce que nous disent les traités d'éducation de ce temps à propos de ce que doivent ou ne doivent pas savoir les femmes. Des traités qui aussi nous disent, et c'est encore Laclos qui leur dit, c'est que les mères sont mauvaises, qu'elles soient des mères biologiques ou qu'elles soient des mères religieuses au couvent, mais les femmes ne peuvent s'en sortir qu'en apprenant, absorbant, lisant. Alors, j'ai dit absorbant, j'ai fait ma langue a fourché, observant et en même temps, évidemment, faisant toute autre chose. C'est intéressant de confronter ça à des traités d'éducation. Donc, vous avez d'ailleurs quelques passages qui vous ont été envoyés via Philippe Caron, Anne-Sophie Traîneau-Durozois, puisque nous avons, c'est le coup de pub à la fin, nécessaire, le colloque sur les archives d'Argenson vient d'être publié en ligne avec des textes extrêmement intéressants sur les variantes de l'orthographe, mais peut-être aussi tirerez-vous quelques enseignements de ce que j'y ai écrit sur ce qu'on peut offrir en matière d'éducation aux filles. Et donc, je vais finir par deux choses. La première chose, c'est que la lettre elle-même, comme genre littéraire, est promue dans la littérature, y compris pédagogique des traités d'éducation pieux de l'époque, comme un moyen privilégié de se former. Et en écrivant un roman épistolaire, il me semble que Laclos fait un double travail. Il nous tient en haleine, mais en même temps, comme la liaison du conte de la première diapo, mais en même temps, il rappelle que c'est là, par le faire, par l'écriture au quotidien de dizaines de lettres, par aussi la conversation qu'entretient et qui est entretenue par ces lettres, que les femmes peuvent se former. Et donc, nous comprenons mieux, me semble-t-il, les propos tenus par Laclos dans les premières pages de ces des traités de l'éducation, quand il nous dit, dans l'état actuel de la société, une femme telle qu'on peut la concevoir, formée par une bonne éducation, serait très malheureuse. Ce qu'il dit donc, c'est que ce n'est pas encore possible, en se tenant à sa place. Donc, les femmes, obligées de rester à leur place, mes sœurs,
n'apprenait pas trop de choses. Et elle serait très dangereuse si elle tentait de sortir de cette position subordonnée. Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Et donc, écrit 7 ans avant la Révolution, ne soyons pas téléologiques, ne pensons pas que Laclos présuppose ou imagine que la révolution est possible, mais comprenons que pour lui, l'action ne peut jamais être individuelle et solitaire, elle doit être collective pour être efficace. Partout où il y a esclavage, il ne peut y avoir d'éducation. Et donc, la force du terme esclavage pour définir la situation des femmes à cette époque-là, ça revient à plusieurs reprises dans ces traités, ça me paraissait intéressant de le souligner. Et de juxtaposer ça à l'iconographie du temps ou d'époques plus récentes. Et cette Merteuil, moitié Mélusine, moitié putain, moitié grande dame de cour, offerte par les liaisons dangereuses de mon père dans les années 20-30, me paraît assez intéressante à imaginer et à vous rappeler à quel point nous sommes les unes et les autres constamment formatés par, non pas les images que nous produisons nous-mêmes, mais par les images qui nous sont offertes par le cinéma ou par les illustrations des livres ou par les propos de tel ou tel journaliste. Et là, regardons Chardin. Et donc, je vous offre 2 gravures tirées de tableaux très célèbres de Chardin. Je suis anachronique puisque nous sommes dans les années 30-40. La mère qui éduque elle-même sa fille, ce que Madame de Volanges n'a jamais fait. Mais elle le fait avec un seul livre, comme les bonnes religieuses, institutrices de l'époque, où il y a un livre par classe. Donc, un apprentissage à l'oreille. Donc, l'image nous permet de mieux comprendre, je crois, pourquoi la petite Cécile ne sait rien à rien. Intéressant de confronter ça à une autre gravure tirée d'un célèbre tableau de Chardin montrant une femme de la noblesse en train de faire allumer une bougie. Les esprits mal tournés savent de quoi il est question d'un point de vue érotique. D'un point de vue matérialiste, nous savons tous et toutes qu'elle va sceller une lettre pour laquelle il faut faire fondre le bâton de cire. Et cette image d'une femme qui vient d'écrire une lettre, qui est peut-être une lettre d'amour, sous les yeux de son valet, qui va la transporter vers cet amant, je pense que cette image permet de mieux comprendre ou d'ajouter ma petite touche supplémentaire à des lectures forcément multiples des liaisons dangereuses. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai été trop longue, mais je voudrais bien qu'on ait un peu de débat, parce que chacune a sa Merteuil, a son Valmont. Merci beaucoup. Donc, merci à Nicole. Et si vous avez des questions, je passe le micro volontiers. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, pendant que le micro voyage, j'ai mis ici des éditions et de l'éducation des femmes et et des liaisons. Très intéressant d'ailleurs de voir comment Chantal Thomas, préfaçant brillamment l'éducation des femmes, en a éliminé le 3e traité. Ce traité qui en fait offre une vision assez pessimiste de la perfectibilité des femmes en système esclavagiste. Oui, non, Marc. Oui, non, c'est pas une question, mais
c'est une réflexion que je me suis faite en suivant votre brillant exposé. Je me disais qu'on pourrait sans doute rapprocher ce bouquin de Laclos d'un autre bouquin très célèbre d'un très grand écrivain français écrit je crois une quinzaine d'années après, à savoir La philosophie dans le boudoir du marquis de Sade, qu'il a d'ailleurs sous-titré, si mes souvenirs sont bons, Dialogue destiné à l'éducation des demoiselles. Et également, sous le frontispice, il y a une formule du genre un bouquin que toutes les mères doivent lire à leurs filles. Exactement. Alors c'est un topos de toute la littérature pornographique de l'époque, mais en même temps, Sade moraliste, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Merci Marc. Merci beaucoup pour votre exposé. Une petite question. À l'aune de ce que vous avez énoncé, il semblerait que Laclos cochait toutes les cases d'un bon père de famille et d'un homme bien sous tout rapport. Mais comment a-t-il les sources de son roman épistolaire, où est-ce qu'il les a puisées, puisque ça venait sans doute d'observations très précises, et où est-ce qu'il est allé chercher, en dehors du contexte moral de l'époque, ces informations-là? Alors, on est assez bien informé, mais en même temps, nous savons ce que l'acte d'écrire est. Je crée de la fiction à partir de mes rêves, de mes rencontres, de ce que j'aurais voulu que mes rencontres soient ou fussent, etc. Mais notre Laclos a connu la vie de garnison, et on est très bien informé sur d'éventuelles sources de ces personnages, et notamment de Merteuil, par ce que Stendhal, dans plusieurs de ses écrits, et notamment dans La vie d'Henri Brulard, raconte d'une certaine présidente qui avait une vie de patachonne, lors même que notre Laclos était en garnison. Et donc, ces racontards, sans qu'il ait pénétré dans l'alcôve de cette personne, ça courait les rues de Grenoble, de Besançon et de La Rochelle. Alors, j'ai pas voulu rester dans l'anecdote, mais vous savez que il existe un hôtel du Perret, rue Dauphine, à La Rochelle, où si vous connaissez les propriétaires, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, on vous montre l'escalier dérobé par lequel notre Laclos allait voir sa Marie Soulanges. Donc, liaison d'amour, mariage d'amour, fidélité d'amoureux, mais en même temps une très très bonne connaissance des milieux de son temps. Mais aussi une connaissance du polémiste politicien qu'il est. Donc, il a entendu parler, il est au courant de ce que font les grandes dames et les messieurs de la cour, et il en a fait une espèce de brillante fiction sur les coucheries de la Merteuil. Et où il est dans la fiction, c'est que jusqu'à ce que Danceny reçoive un coup d'épée, Merteuil aurait pu échapper à la vindicte populaire, et toutes ses amours, elle avait réussi à les tenir clandestines. Ce n'était pas le cas de la présidente grenobloise, dont, comment dirais-je, Stendhal nous donne les initiales et quelques faits croustillants de sa vie amoureuse passée. Oui, en vous écoutant, j'ai beaucoup pensé à Stendhal. J'essaie de lire Le Rouge et le Noir. Alors, comme je suis un faux littéraire, linguiste, je lis en allemand, je lis la traduction en allemand avant de lire en français. Je vais faire pareil avec Laclos. Mais enfin, bref. Ça, c'est subtil, bravo. Ah ben oui, non, mais j'étais prof d'anglais. Mais bon,
en ce qui concerne Laclos, il faut s'imaginer peut-être les connaissances en physiologie de l'époque. Et comme question, j'allais vous demander, est-ce que vous avez regardé si Freud avait lu Laclos? Franchement, avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit, il y a peut-être des spécialistes de Freud, mais on peut s'interroger, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une excellente question et en même temps une très mauvaise question. Alors, je m'explique. C'est que... il y a dans l'Assemblée un spécialiste de Freud, donc c'est peut-être à lui de répondre. Je ne crois pas que Freud ait lu Laclos, mais ça, c'est à revoir. Marie Bonaparte, correspondante et épistolière de Freud, je m'adresse au spécialiste en question, a dû lire Laclos, donc peut-être que Freud quand même a eu, de façon indirecte, des connaissances sur Laclos. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est je lis, comme vous tous et tout, comme nous tous et toutes, avec des savoirs psychanalytiques, cette remarquable littérature libertine de la fin du XVIIIe siècle. Et en même temps, parce que je suis historienne, je fais très, très attention à une lecture qui serait totalement anachronique. Mais le plaisir que nous offre Laclos, il est évident. J'ai dit c'est un texte ouvert. Et je pense que tous les filtres qu'on peut y rajouter, même les plus anachroniques, sont intéressants. Et comme petite, modeste historienne des relations mère-fille que je tente de devenir ces derniers temps, il est évident que la mauvaise mère qui fait partie de la vulgate analytique aujourd'hui, on en trouve peut-être les prémices dans la littérature pieuse, parce que je travaille beaucoup sur les biographies religieuses et saintes de cette époque-là, et dans la littérature cochonne du XVIIIe siècle. Et le dénigrement des mères, mais qui est un topos de la littérature de cette époque-là, puisque tous les éducateurs veulent mettre les nourrissons au sein de leur mère, y compris dans l'élite. Relisez Badinter sur ces questions-là, mais relisez aussi les confessions de Madame de Montbriand par Madame d'Épinay. Qu'est-ce qu'une bonne mère? Qu'est-ce qu'une mauvaise mère? Il est évident que cette interrogation-là perfuse toute la littérature, y compris la plus sérieuse de cette époque. Donc, les binocles freudiennes sont certainement très intéressantes pour comprendre les malheurs, non pas de Sophie, mais de Cécile. Mais les malheurs de Sophie, faut les lire avec Freud dans la main droite, dans la main gauche. Et là, je suis en train de faire du porno. Les liaisons dangereuses ou les malheurs de Sophie. Merci de votre remarque. Question. C'est pas une question, c'est une réflexion sur les représentations des hommes de ce temps, et notamment par rapport à la sexualité. Moi, je vais évoquer un autre écrivain de cette époque-là, c'est Rétif de la Bretonne. Et on retrouve dans Laclos certaines représentations par rapport à la sexualité qui sont celles d'un homme de son temps. Et l'écriture, oui, Rétif de la Bretonne, c'est excellent par rapport à ça. C'est très représentatif. Alors, Rétif de la Bretonne est d'autant plus intéressant à lire que ces personnages, là aussi c'est en principe très largement autobiographique, voire franchement autobiographique, appartiennent au milieu, sinon prolétaire, du moins de la petite bourgeoisie rurale. Et ce que je trouve intéressant et passionnant même pour une lectrice vieillissante comme je suis, c'est de comparer en historienne, et pas seulement en lectrice amoureuse des textes qui paraissent proches, mais qui ont été émis ou écrits, rédigés par des gens qui ont des observatoires et des points de vue différents. Et Laclos est un homme qui est, comme on dirait dans le jargon d'aujourd'hui, transclasse,
en ascension sociale, qui vitupère contre la grande noblesse, mais qui en rêve encore, et qui en tout cas méprise cordialement le petit peuple. Et dans le cas de Rétif, c'est vrai qu'on a des personnages d'ecclésiastiques particulièrement sympathiques, mais beaucoup foncièrement antipathiques. Laclos, déiste, sans doute athée, franc-maçon, le père Anselme, qui est l'auteur de 2 lettres dans les Liaisons, relisez-la, ce n'est pas un personnage négatif. C'est la subtilité de Laclos se voit là. Et quand nous, lecteurs des lettres des grandes dames du cercle du comte d'Argenson, là, on est dans un 3e monde, si je puis dire. Et la communication entre ces mondes n'est pas extrêmement bonne. Le cas de Sade, d'ailleurs, est absolument passionnant. Le grand seigneur qui martyrise tous les domestiques, hommes et femmes, qui bougent aux environs de son château. Donc, merci de rappeler cet écrivain immense qui est Rétif de la Bretonne. Et là, c'est un écrivain pour lequel, évidemment, chausser les lunettes freudiennes, c'est plus commode, c'est plus facile qu'avec Laclos, puisque les obsessions sexuelles de Rétif sont particulièrement évidentes. Il fourre, et je vous prie de m'excuser de finir là-dessus, il fourre les chaussures de toutes ses amantes. Et il couvre les parapets des quais de Paris de déclarations, non pas d'amour, mais de déclarations qui sont des comptages des petites jeunes soubrettes qu'il a réussi à pervertir. Donc, Rétif, par ailleurs, est le personnage qui a mis sur le piédestal le plus haut, là, un véritable autel à sa mère, est dressé par Rétif. Mais sa mère est tellement idéalisée que toutes les autres femmes sont bonnes à prendre. Merci, papa Freud. Oui, merci pour ce brillant exposé. Simplement, c'est plus une observation qu'une question. Simplement, je ne peux pas m'empêcher de penser à Casanova, où on est véritablement de plein pied dans cet univers de Casanova. Je la fais courte, simplement, lorsqu'il est à la cour du roi Louis XV, c'est à peu près à la même époque, à ceci près que les mémoires ont été publiées plus tard. Et je pense, pour ceux qui ont lu les mémoires de Casanova, au cardinal de Bernis, avec toutes ces situations de voyeurisme et d'organisation de voyeurisme également, avec la participation des religieuses de couvent, tout ça, c'est tout à fait... et également une pointe de féminisme où Casanova prend le parti des femmes qu'il va à la fois séduire, mais qu'il va également essayer de tirer d'affaire. On est tout à fait dans cet univers, et le cardinal de Bernis c'est une autre... Comment dire, c'est une autre face de la médaille, par exemple, de Valmont. Voilà ce que je voulais dire, et j'engage tous ceux qui s'intéressent à cette période à lire, c'est très long, les mémoires de Casanova. Alors, merci beaucoup. Nous allons toutes et toutes savoir quoi demander à Papa Noël. Je vous conseille de relire toute la littérature libertine de cette époque. À des amis du groupe d'Argenson, j'ai conseillé de lire prioritairement Cribillon et Vivant de nom. Donc, tous ces textes sont maintenant accessibles en poche. Il faut les multiplier, il faut les croiser, et il faut toujours, et ça j'aime bien que vous ayez dit ça, faire attention au moment où tel ou tel livre ou tel recueil de mémoires est publié. Et pour qui ? Et dans quel éditeur et en quel lieu ? Avec le travail de la censure ou de l'autocensure qui a pu influer sur la transformation des récits casanoviens.
que certains peuvent trouver quelque peu répétitifs, mais dans lesquels une amoureuse, point, une amoureuse de la littérature, deuxième point, et une historienne comme je suis, trouve 1000 occasions de jouissance. Donc, plaisir du texte, mais en même temps, n'oublions jamais, personnage obsolète, monde dépassé et monde fictionnalisé pour des raisons qui sont d'ordre politique et polémique. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes.